Bienvenue sur les podcasts de Banque El Maghreb, la banque centrale du Maroc. Dans ces podcasts, nous explorerons les différents aspects de l'économie marocaine, de la politique monétaire au marché financier, en passant par l'inclusion financière et le développement durable. Écoutez nos podcasts pour rester informés sur les enjeux économiques et monétaires du Maroc. BAM, le podcast. Bienvenue dans ce nouvel épisode de BAM, le podcast. Aujourd'hui, nous avons le privilège d'accueillir Monsieur Rochdi Barmoussi, le directeur du musée de Banque El Maghreb, un lieu qui regorge de trésors historiques et culturels. Ensemble, nous allons plonger dans l'histoire fascinante de la monnaie. Comment les pièces et billets que nous utilisons au quotidien ont-ils évolué à travers les siècles? Quels sont les moments marquants de cette évolution monétaire? C'est un véritable voyage à travers le temps et les richesses du patrimoine monétaire que nous vous proposons, guidé par un expert passionné et érudit. Monsieur Barmoussi, bonjour. Bonjour. Merci de votre participation à ce podcast. Alors, on ne réalise pas forcément, mais notre monnaie a une histoire extraordinaire. Pourquoi, en tant que Marocain, doit-on en être véritablement fier? Merci pour l'invitation. Oui, tout à fait, vous avez posé la bonne question. Nous avons une histoire monétaire prestigieuse et on doit en être fier. Bon, l'histoire de la monnaie au Maroc épouse l'histoire de la monnaie universelle. Mais là, j'aimerais bien qu'on évoque un petit peu le début de cette histoire, de ce périple de la monnaie. Parce que l'homme, dans sa conception de la relation avec autrui, se base sur deux principes majeurs, l'échange et la confiance. Et donc, cet échange et cette confiance ont été véhiculés à travers son existence jusqu'à aujourd'hui par des instruments. Parce que il devait recourir à l'échange. Échanger de l'or contre de la matière manufacturée, échanger des esclaves contre de l'œuf d'autruche. Je donne des exemples. Et donc, cet échange devait être matérialisé et simplifié. Comme l'homme est pragmatique, il a eu recours à des instruments qui véhiculent cette notion d'échange, mais surtout la notion de confiance. Au début, on n'a pas eu recours directement à la pièce de monnaie qu'on connaît actuellement, sonnante et trébuchante. On a eu recours à ce qu'on appelle des instruments prémonétaires. Et là, l'humanité a été très inventive et a donné libre cours à son ingéniosité. On a eu le bœuf comme instrument monétaire. On a eu la grande roue de pierre qui pesait des tonnes comme instrument monétaire. Ça devait pas être facile à mettre dans sa poche. Oui, ça n'a pas été facile à mettre dans sa poche. Mais au fur et à mesure du développement humain, l'homme a eu la notion de la valeur. Donc, de la valeur qui inclut cette notion de confiance et de valeur intrinsèque, d'où le recours à des métaux nobles. Et quand on dit métaux nobles, on parle d'or et d'argent. Et là, vers le milieu entre le 7e et le 5e siècle, l'humanité a pu découvrir des métaux nobles et les a utilisés comme moyen d'échange monétaire. Et là, on parle des chryséides qui ont été utilisés en Grèce antique, surtout au niveau de la Lydie qui faisait partie de la Turquie actuelle. D'où le proverbe riche comme Crésus. Donc les premières émissions monétaires basées sur un métal noble, c'était les pépites d'or poinçonnées qui ont été utilisées par le roi Crésus en Turquie actuelle. Nous avons également les dariques perses qui ont été utilisés par les Perses achéménides. Et là, on a commencé à utiliser le métal noble comme moyen de circulation contenant cette notion de confiance et de valeur intrinsèque. Et puis ça c'est dans l'ancien monde, parallèlement en Chine, il y avait également des inventions de type monétaire qui ressemblent à ce qui était inventé autour de la Méditerranée. Je ferme cette parenthèse sur l'origine de la monnaie pour parler du Maroc et du Maghreb, parce que là, nous allons assister également à une création monétaire, à une apparition du Maghreb dans l'histoire monétaire, à travers bien sûr les Carthaginois qui étaient installés en Tunisie, mais qui étaient également installés au Maroc à travers leur comptoir de commerce. Et là, on va voir tout ça. On va voir du troc, mais également des émissions monétaires d'influence carthaginoise qui vont apparaître dans la région du Maroc à travers les comptoirs, comme à Tanger, comme à Luxus. Alors, on est vers quelle année? Là, on est autour du 5e et du 7e siècle avant notre ère. Et là, on va constater l'usage de métaux comme l'argent, mais également comme le plomb.
Mais ce qui est plus important, et ça, le visiteur de notre musée peut les découvrir, c'est des pièces de monnaie qui ont circulé et qui ont inscrit leur valeur à travers des images, à travers une iconographie très intéressante et très instructive, parce que ces pièces de monnaie-là, ils vont inclure des images de temps, des images d'épis d'orge, des images de grappes de raisin. Ça veut dire que depuis ces temps-là, il y avait toute une activité commerciale autour de notre pays. Pour les historiens, on croyait que le Maroc baignait dans l'obscurantisme de la barbarie. Non, il y avait des comptoirs qui avaient une histoire monétaire et une histoire économique vraiment très riche. Pour l'anecdote, ces pièces de monnaie qui étaient émises au 5e, 7e siècle avant notre ère, les premiers musulmans qui vont venir dans ces contrées, ils vont les découvrir et ils vont les utiliser. On est sur 1000 ans d'histoire là. Ça, c'est la première anecdote. C'est-à-dire que nous allons découvrir les premiers gouverneurs musulmans à Tanger et à Lixus et à Volubilis. Ils vont découvrir des pièces de monnaie en bronze et en argent frappées avec des photos de temps, des photos de grappes de raisin, d'épis d'orge qui datent de l'époque punique. L'époque punique, c'est les Carthaginois qui sont installés en Afrique du Nord et qui vont les utiliser. C'est 1000 ans d'histoire. Donc ça, c'est la première anecdote. La deuxième anecdote, c'est les royaumes berbères. On dit que les berbères étaient des gens sauvages qui n'avaient pas de monnaie. Si, sous le prince Juba II, qui était un prince berbère qui a été éduqué à Rome, sous l'empereur Claude, qui a été marié à la princesse Cléopâtre de Séléné, qui n'est autre que la fille de la fameuse Cléopâtre d'Égypte. Là, on est au Maroc, hein. On n'est pas en Égypte, on n'est pas en Grèce, on n'est pas en Rome, on est au Maroc. Donc ce prince berbère va créer une monnaie vraiment fantastique. Nous avons l'unique exemplaire de notre collection, c'est une monnaie en or. C'est un aureus. L'aureus, c'est la unique exemplaire au monde. Unique exemplaire connu jusqu'à aujourd'hui au monde. C'est une pièce en or qui a été fabriquée, émise sous le prince Juba II, qui était un prince berbère, éduqué à Rome, qui a reçu une éducation grecque. Et sur cette pièce de monnaie, on va assister, étonné, à un mariage de 4 civilisations. La civilisation berbère, marquée par ce jeune prince, qui est habillé en tant que divinité grecque de l'Olympe, avec le bandeau spécifique des divinités grecques, sur l'avers avec Rex Juba, en latin, le roi Juba. Et au revers, il y a la fleur d'Isis qui était un symbole pharaonique des Ptolémées d'Égypte, qui étaient eux des rois grecs d'Égypte, qui sont les descendants du fameux Alexandre le grand Alexandre, qui a laissé ses généraux en Égypte, et les Ptolémées, la fille de ces Ptolémées-là, qui était mariée à un prince marocain. Donc ils ont mis sur le revers de la pièce de monnaie la fleur d'Isis, de tradition pharaonique, et écrit en latin Cléopâtre Abba, c'est-à-dire la reine Cléopâtre. Il n'y a pas plus parlant que cette pièce de monnaie toute petite qui marque 4 civilisations majeures de l'histoire antique frappées au Maroc, à Volubilis. Alors on le comprend, c'est l'histoire de la monnaie marocaine, mais on comprend finalement qu'elle dépasse largement les frontières du Maroc. Non seulement elle dépasse largement les frontières du Maroc, mais elle dénote d'un échange et d'un bain culturel immense dans lequel baigne ce pays. Qu'est-ce que nous ont véhiculé les premiers historiens? Que le Maroc était un lieu de barbarie, était un lieu complètement à côté de l'histoire, sauvage, qui n'a jamais participé, qui était en marge de l'histoire. Non, ce pays-là était un pays de foisonnement des civilisations. Le symbole, c'est Volubilis, c'est Lixus, c'est Lara, c'est Tanger, c'est, pour ne parler que du territoire actuel du Maroc, ne parlons pas du territoire limitrophe. Et donc ça, sur cette pièce de monnaie, on peut faire une thèse. Sur cette pièce de monnaie, on peut faire une thèse sur l'histoire de ce pays-là. Et là, le jeune public et le moins jeune, le spécialiste et le profane, restent émerveillés devant cette pièce de monnaie qui raconte à peu près 7 siècles de notre histoire. Très bien. Alors, Monsieur Prononcé, on pourrait vous écouter en fait pendant des heures, mais je vous adresse finalement cette question simple qu'on pourrait finalement se poser un peu tous. Quelle est l'origine du mot dirham? On est dans cet esprit-là. On avait tendance à catégoriser, à trancher, à créer des boîtes où on mettait des civilisations. Et à travers la monnaie, on constate que non, que les civilisations, c'est un continuum, c'est des relations
entre hommes qui prennent leur source dans les origines de l'homme jusqu'à aujourd'hui. Dirham, c'est la monnaie actuelle du Maroc, mais c'est tout un cheminement d'histoire monétaire depuis l'Antiquité jusqu'à aujourd'hui. Le dirham, c'est l'arabisation du terme drachme, la drachme sassanide. Et là, vous me poussez, vous m'obligez à parler de c'est quoi la drachme sassanide. La drachme sassanide, c'est une monnaie en argent, dont l'argent était le principal métal et qui avait une grande circulation dans le Moyen et le Proche-Orient. Était, si on peut dire, comme l'euro actuel. Et la drachme avait pour père le dinar, qui n'est autre que le dinarius romain, le dinarius solidus byzantin et romain. Et donc, là, on est à la veille de l'avènement de l'islam. Il y avait dans le monde de cette époque-là 2 monnaies maîtresses. On parle de dollars et d'euros. Là, on parle de drachme et de dinarius. Et ce drachme et ce dinarius étaient les monnaies majeures. Le dinarius avait l'or comme métal principal. La drachme avait comme argent le métal principal. Et pourquoi j'évoque ces deux-là? Parce que 5e, 6e, 7e siècle, c'est l'avènement de l'islam. Cette jeune religion partie de l'Arabie va casser complètement cet héritage sassanide. Elle va grignoter toute la partie moyen-orientale et nord-africaine du dinarius byzantin. Elle va créer l'une des plus grandes civilisations de l'histoire. Mais là, on n'est pas dans la politique, on est dans le commerce. Ces premiers musulmans qui vont créer leurs États aux dépens de ces grands empires, ils doivent faire du commerce, de l'échange. Et là, la notion de confiance, la notion de circulation, la notion d'échange va prendre le dessus. Il n'y a pas de rupture, il n'y a que de la continuité. Donc, ils vont prendre les dirhams, les drachmes sassanides, ils vont les appeler dirhams. Ils vont garder les mêmes drachmes sassanides, ils vont rajouter sur la pièce de monnaie émise sous l'empereur sassanide le terme Bismillah pour arabiser ces pièces. La même chose va se passer sur le dinarius solidus byzantin qui était frappé en africain, Tunisie actuelle. Ils vont prendre les lieux de frappe, les hôtels de frappe, et ils vont créer les dinars bilingues en arabe et en latin. C'est unique dans l'histoire de l'humanité. C'est des petites pièces que vous pouvez voir dans notre musée. C'est des petites pièces en or, écrites en latin et en arabe. Et en latin, on écrit des versets coraniques en latin. Donc, ça veut dire que, en termes de commerce, en termes d'échange, il n'y a jamais eu de rupture, mais de la continuité. Monsieur Barnossi, j'ai l'impression, et les auditeurs ont peut-être aussi cette impression, que vous nous adressez une invitation subtile pour visiter le musée de Banque Maghreb. Donc, qu'est-ce qu'on trouve finalement dans ce musée? Oui, on trouve tout ça. On trouve tout ce que je viens de dire. On trouve autre chose. On trouve par exemple ce dirham-là, qui après les musulmans, je dis, ils ont emprunté la drachme et le dinarius, ils vont l'appeler dirham en argent. Parce que la drachme était en argent. On va appeler le dinar en or parce que le dinarius était en or. Et ça va circuler sur 14 siècles. Jusqu'aux temps actuels, on va conserver cette appellation. Dirham en argent, dinar en or. Non seulement, les dirhams et les dinars vont perdre leur iconographie. Et ça va être remplacé par quoi? Par du texte, par des inscriptions, avec une immense beauté, avec un art d'écriture qui est unique. Mais non seulement, ils vont inclure de l'histoire. Donc la pièce de monnaie musulmane, elle va devenir un instrument de lecture de l'histoire musulmane. 14 siècles d'histoire que des pièces de monnaie en or, en argent, mais également en bronze et parfois en plomb vont retracer une histoire, ils vont raconter une histoire. Ce Doriba هذا الدينار ببغداد عام 78 للهجرة في عهد الخليفة je dis au hasard Abdelmalik ibn Marwan. Et ça, c'est une histoire. Les bouquins parfois n'expliquent pas ça. On va tracer des empires, on va tracer des batailles, on va parler de flots et de jusants de l'histoire musulmane à travers des pièces de monnaie. Par exemple, quand on parle de sigil Messin, la grande sigil Messin qui va être créée avec le commerce de l'or, il va disparaître avec la disparition du commerce de l'or. Et nous, historiens, on trace la présence des Omeyyades d'Andalous, des Fatimides, des Kharijites, des Émirats
kharijite au Maroc à travers les pièces de monnaie. On dit cette année-là, cette pièce de monnaie a été émise sous le bois-d'audience de l'émir de Cordoue, parce que cette pièce de monnaie parle de l'émir de Cordoue. Ah, si je mets ça au plein sud saharien du Maroc. Et on sait ce jeu d'influence des Fatimides, des émirs à travers une pièce de monnaie toute petite comme ça. Donc ça c'est une part d'histoire, c'est également une anecdote de notre histoire. Merci beaucoup, Monsieur Barnossi. Donc c'est la passion, on la sent, et j'imagine que vous accueillez le public au niveau du musée de Banque Maghreb avec tout autant de passion. Merci de tout le savoir partagé. Merci surtout d'avoir accompli ce tour de force de résumer en quelques minutes une histoire aussi dense et aussi riche. 20 siècles en fait, si j'ai bien compté. Merci aux auditeurs de nous avoir accompagnés jusqu'à la fin de ce podcast, en espérant vous retrouver très prochainement pour un nouvel épisode. Merci à vous. BAM, le podcast.